et bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Gaël Georges Moulec. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Gaël Georges Moulec, vous êtes docteur en histoire contemporaine, habilité à diriger des recherches, spécialiste de l'histoire russe et du mouvement communiste international. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont Ukraine, la fin des illusions, que vous étiez venu présenter sur notre plateau. L'entretien avait d'ailleurs enregistré plus de 340 000 vues, je le rappelle à nos téléspectateurs. Et Vladimir Poutine, discours 2007-2022. Vous venez aujourd'hui nous présenter cet ouvrage. Alexandre Nevsky, Stratégie et transformation civilisationnelle du XIIIe siècle, signé de M. Bagdasarian et du prêtre Sylvestre, prêtre orthodoxe, je le signale à nos invités. Ouvrage évidemment que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors c'est aux éditions SPM, on en parlera un petit peu plus tard. Et vous êtes le directeur d'une nouvelle collection au sein de cette édition qui s'appelle La Voix russe. Mais avant de parler de Nevsky, j'aimerais vous entendre, Gaël Georges Moulec, sur l'actualité du conflit russo-ukrainien. Pourquoi les tentatives de paix de Donald Trump ont-elles échoué selon vous ? Alors il y a plusieurs niveaux de réponse. Je dirais la première, c'est que vous aviez tout d'abord à rétablir des relations plus ou moins normales entre les États-Unis et la Russie, avant de parler de paix. Du côté russe, vous aviez certains de leurs locaux diplomatiques qui avaient été confisqués par les États-Unis, et certaines pressions aussi qui avaient pu s'exercer sur la Russie au niveau des sanctions. Et donc le premier niveau de ma réponse, c'est qu'avant de parler de paix, il faut rétablir une confiance, il faut rétablir certains aspects de la vie diplomatique. Première chose. Deuxième chose, pourquoi ce problème de ne pas trouver la paix, c'est que peut-être qu'on ne la cherchait pas non plus. On ne la cherchait peut-être pas du côté américain, puisqu'il y avait une volonté de rétablir des relations commerciales avec la Russie, parce que la Russie a certaines capacités ou certaines productions qui sont très intéressantes pour les États-Unis, donc repartir sur de nouvelles bases, première chose. Et puis troisième chose aussi, c'est le fait que pour faire la paix, il faut que les deux belligérants soient d'accord. Pour le moment, la Russie n'a pas assez gagné pour elle, et pour l'Ukraine a trop perdu pour accepter de discuter de paix. Voilà, c'est là où nous en sommes. Qu'est-ce que la Russie n'a pas assez gagné ? Parce qu'elle n'a pas assez gagné, c'est les divers territoires qui sont inclus dans sa constitution et qui ne sont pas encore, selon le terme russe, libérés de l'occupation ukrainienne. Le Donbass, par exemple, n'est pas encore est loin d'être libéré, en utilisant la terminologie russe, où une partie est encore appartient encore à l'Ukraine. Voilà. Donc, pour trouver une paix, il faut que les deux partis comprennent qu'ils ne pourront pas gagner plus. Or, des deux côtés, chacun espère pouvoir l'un gagner plus et l'autre perdre moins. C'est la stratégie aujourd'hui de Poutine de continuer cette guerre jusqu'à conquérir la totalité des 4 oblasts qu'il veut intégrer à l'entité russe. Alors, je ne sais pas ce que pense Poutine, c'est du moins ce qui est indiqué dans la constitution russe. Donc, un président, logiquement, ça respecte la Constitution. Voilà, simplement. Et du côté ukrainien, il y a toujours l'espoir, aidé par les Européens et les Américains, un peu moins maintenant, que la Russie s'effondre. Il y a aussi cette attente. Donc chacun pense que le moment n'est pas venu. C'est-à-dire cette attente que la Russie s'effondre. Oui. Qui est dans cette attente ? Les Américains et les Européens ? Seulement les Européens ? Est-ce que Trump rêve d'une Russie à genoux, d'un Vladimir Poutine qui serait forcé de démissionner tant la situation lui serait devenue difficile ? Je dirais que les Américains ont une politique mouvante, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, qu'ils ne s'empêchent pas de penser que la Russie pourrait avoir une défaillance. Les Européens, eux, jouent réellement le réarmement et la défaillance russe. Les Ukrainiens, c'est, je dirais, peut-être pas leur dernière chance, mais leur principal espoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel état se trouve l'économie russe d'un côté et l'économie ukrainienne de l'autre ?
Alors, l'économie ukrainienne, soyons clairs, elle est sous perfusion. Tant que les perfusions continuent, le malade continue de vivre. Voilà, c'est simple. Les perfusions, c'est nous qui les faisons. Voilà, tant qu'il y a un accord européen, ou plus large encore, de subventionner et d'aider l'Ukraine, l'Ukraine continuera. Du côté russe, comment dire, il y a une compréhension maintenant qu'il est nécessaire réellement d'entrer dans une économie de guerre. Pourquoi ? Parce que vous aviez les taux d'intérêt bancaires. Donc quand vous voulez créer une entreprise, développer une entreprise, vous prenez de l'argent, vous avez un taux. Les taux étaient à 20%, ils sont descendus à 18%. Donc il est évident qu'avec de tels taux, on ne peut pas encourager l'investissement, on ne peut pas encourager le développement industriel, ce qui est maintenant indispensable pour la Russie. Sans parler bien évidemment du coût des combats, du coût de l'armement, du coût des personnels qui sont engagés, pour beaucoup volontaires et donc payés de façon plus intéressante, je dirais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Gaël Georges Moulec, par économie de guerre ? Quel pourcentage de la production nationale est engagé à l'industrie de guerre ? Honnêtement, je ne le sais pas. Je dirais que minimum 15%, c'est ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le moment, l'intervention russe a été, pour que les Français comprennent mieux, ça a plus été comme la guerre d'Indochine que la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qui participent au conflit, ce sont pour beaucoup, à part les 300 000 militaires, les 300 000 anciens militaires réservistes qui ont été convoqués pour aller sur le front, la plupart des combattants sont des volontaires. Donc ce sont des gens qui ont choisi d'aller combattre, comme au temps de la guerre d'Indochine. Par contre, ce ne sont pas des appelés qui combattent en ce moment. C'est justement ce qu'essaye de maintenir le gouvernement russe afin de ne pas avoir de problème avec sa population. Les gens qui ont voulu aller faire la guerre la font et sont bien payés pour la faire. Voilà, donc tant que le pouvoir russe arrive à maintenir cela, c'est-à-dire à compter sur les volontaires et à ne pas faire venir les réservistes, plus de réservistes ou les appeler, les choses peuvent durer. Donc on voit une Union européenne aujourd'hui qui est prête à continuer de financer cette guerre aux côtés du président Zelensky. De l'autre, un président Poutine qui est en train de déployer toute sa force industrielle dans cette guerre. Donc, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui combien de temps peut encore durer ce conflit en voyant les forces de part et d'autre se concentrer ? Je dirais, de toute façon, il va durer trop longtemps. Trop longtemps, aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie, des gens meurent. Et puis, il y a surtout un risque qu'on voit petit à petit monter, c'est-à-dire le risque d'interférence extérieure donnant des possibilités de dégradation de la situation allant jusqu'à un possible conflit. J'explique. On voit monter diverses rumeurs ou réalités, par exemple les drones, qui ne sont pas officiellement russes, mais qui sont au-dessus du Danemark, de l'Allemagne ou d'autres pays. Donc vous allez avoir une situation qui va continuer de se dégrader au niveau international, pas simplement sur le front, mais une situation qui va se dégrader. Oui, on a vu des avions russes survoler un pays otanien. Voilà, je crois que c'était l'Estonie. Les Russes ont dit qu'ils étaient sur les voies internationales et qu'ils n'avaient pas enfreint. Vrai ou pas, j'ai pas les moyens de juger. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une multiplication de ces incidents et qu'il va falloir réellement que les dirigeants, aussi bien européens, américains, russes, ukrainiens, gardent leur nerf, parce que c'est là le vrai problème pour nous. On paye déjà pour l'Ukraine, essayons de ne pas infecter en plus ce conflit de rumeurs ou de tentatives de déséquilibre ou des tentatives de comment on pourrait dire, fake news, ainsi de suite, qui vont tendre la situation. Donc l'Europe n'est pas du tout à l'abri d'une généralisation de ce conflit sur son territoire, jusqu'à l'Occident, jusqu'à la pointe occidentale française, par exemple. Alors, à l'abri, elle ne cherche pas à être à l'abri, puisqu'elle est en avant, je dirais, en avant par rapport même aux États-Unis, sur l'opposition, la lutte, le conflit avec la Russie. Donc, pourquoi pas ?
c'est un choix politique, mais à ce moment-là, il faut réellement à la fois être conscient des enjeux et conscient que des petits incidents multipliés ne permettent pas de se lancer dans une campagne menant à la paix ou à un armistice ou à un arrêt des combats. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut imaginer un Vladimir Poutine aujourd'hui se fixer une ligne rouge sur l'action des Européens dans ce conflit, se disant les Européens vont trop loin, donc je tape à Paris, Londres, Berlin? Alors, je dirais qu'il y a la doctrine nucléaire russe qui a été modifiée il y a quelques mois et qui indique clairement qu'une attaque par un pays, une attaque massive par un pays nucléaire ou non, peut entraîner des réponses jusqu'à la réponse nucléaire. Donc voilà, il suffit je la cite de façon imagée, il faut la lire. Et la lire sérieusement avec un stylo. Vous avez l'air de rester tout à fait serein malgré ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, vous savez, je pense que dans chaque famille française, ils ont connu des choses qui n'étaient peut-être pas beaucoup plus réjouissantes. Ouais. Passons avec vous, Gaël-Georges Moulek, à ce personnage, Alexandre Nevsky. Et donc, je disais en introduction que vous alliez diriger au sein des éditions SPM cette collection La Voix russe. Pourquoi cette initiative? Vous me disiez en préparant cette émission qu'il s'agit aujourd'hui d'un combat pour l'histoire, pour la vérité historique. Alors, nous étions entre nous, donc c'est pour ça que je me suis peut-être laissé aller à l'enthousiasme. Je dirais simplement, plus pour les téléspectateurs, que c'est une tentative de remettre un peu, comme on dit, l'église au milieu du village. C'est-à-dire, on nous présente la Russie comme étant une construction plus ou moins psychédélique, avec des tyrans qui se développent, qui meurent, qui reprennent, enfin un hydre à plusieurs têtes sur plusieurs siècles. Moi, j'essaye simplement de décrire ce qu'a pu être l'histoire de la Russie, avec des moments particuliers. Vous parlez d'Alexandre Nevsky, le prochain, si tout va bien, sera sur Pierre le Grand. D'autres moments aussi de l'histoire russe, comme par exemple le blocus de Leningrad, où là, on va vraiment voir ce que c'est qu'une économie de guerre. Combien ça coûte en personnes, en morts. On parlera aussi du plan Ost, qui est le plan allemand d'implantation allemande donc sur les territoires soviétiques occupés, avec la disparition de la population soviétique, bien évidemment. On parlera aussi des anglo-saxons et de la Russie, sur une période historique, donc 16e siècle et 1917, voir un peu quelles ont été les relations, qui ne sont pas nées d'hier, si vous voulez, ces relations. Et puis enfin, des choses un peu plus, comment on pourrait dire, d'histoire locale, quoique, un général bachkir, donc Shaymuratov, qui a été espion en Chine pour l'Union soviétique de l'époque, et puis un de ceux qui ont libéré le Donbass en 1943. Voilà. Est-ce que votre objectif aujourd'hui, Gaël-Georges Moulek, c'est un petit peu de combattre la russophobie ambiante? Je dirais la russophobie, elle a toujours existé. Là, on prépare le livre « L'anglo-saxon et Russie ». Ça commence, je dirais, dès Ivan le Terrible. Donc on a toujours une vision de la Russie, c'est l'ours russe, c'est les étendues de Sibérie, les mines de sel, est-ce que c'est fantasmé tout cela, ou est-ce que c'est... ça existe. C'est fondé. Ça existe, mais c'est souvent une interprétation occidentale de réalité russe. Voilà. Alors, vous expliquez que l'année 2021 a été marquée par les célébrations du 800e anniversaire de la naissance d'Alexandre Nevsky. Comment ce prince russe, devenu saint de l'Église orthodoxe, est-il devenu la personnalité personnifiant le plus la Russie? Si c'est possible par rapport à vos caméras, est-ce que vous pourriez montrer le dos du livre? Donc sur le dos du livre, vous avez une décoration. Alors c'est une décoration soviétique, du temps de la Seconde Guerre mondiale, où justement vous avez Nevsky. Et c'est pour ça qu'il représente la Russie millénaire. Pourquoi? Parce que c'est déjà un prince, un combattant,
un saint, mais aussi la représentation de la plus haute distinction soviétique de l'époque. Donc c'est quelqu'un qui représente la volonté russe de survivre, de se battre et, si possible, à la fin de gagner. C'est pour ça que tout au long des générations, il a été respecté pour ses diverses qualités. Voilà. Qu'est-ce que votre livre apporte de plus? Qu'est-ce que l'on apprend de plus sur le personnage Nevsky? Alors je dirais que, et même si vous reprenez maintenant à l'envers, excusez-moi, le livre, voilà. Donc on a sur la couverture, vous avez ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire le chevalier russe qui combat les Teutons, qui combat les Suédois. Ce livre, par contre, explique plus pourquoi Alexandre Nevsky est allé voir la Horde, pourquoi il s'est entendu avec la Horde, afin de garantir, je dirais, ses frontières est par rapport... La Horde, c'est les Mongols. Les Mongols, oui, d'accord. Ouais. Tatar mongol. Et donc, garantir ses frontières est afin de pouvoir encore mieux combattre les assaillants qui étaient sur les frontières ouest. Alors justement, cette volonté de s'allier avec l'Est, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'est aujourd'hui en train de faire Vladimir Poutine ? Son alliance avec la Chine, son alliance contre nature, expliquait-il. Il a toujours voulu tendre la main aux Occidentaux et les Occidentaux ne l'ont jamais saisi, voilà. Cette main tendue. Mais vous venez exactement d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi ce livre est le premier de la collection. Voilà. C'est montrer comment ça se passe. Ouais, expliciter. Expliciter, d'accord. Eh bien... bon, Alexandre Nevsky se trouve, et comme l'a dit le patriarche Kirill... Une réponse militaire impitoyable face à l'Ouest, doublée voilà. D'une coopération contrainte avec l'Est. Exactement, vous allez plus vite que moi. Simplement, pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que les chevaliers teutons et autres suédois, ce qu'ils cherchaient, c'était à contraindre les Russes de changer de religion. Donc à atteindre leur âme, à atteindre leur croyance. Tandis que les Mongols demandaient, entre guillemets, simplement qu'on leur paye un tribut. Donc c'est deux choses différentes. Payer le tribut, c'est régulier, c'est lourd, mais ça ne vous oblige pas de changer vos croyances. Parce que pour les chrétiens de l'époque, et ça c'est repris par un des auteurs du livre, les orthodoxes étaient pires que des païens. 1054, 1203, croisade, voilà, c'est contre ça qu'Alexandre Nevsky. C'est pour cela qu'Alexandre Nevsky fait son accord avec l'Est pour combattre l'Ouest. Je reprends cette citation du patriarche de Moscou, Kirill, qui dit « Ceux qui ont essayé de nous contrôler depuis l'Est s'intéressaient à nos biens, ceux de l'Ouest à nos âmes ». Expliciter à nos téléspectateurs ce que recherche l'Ouest dans le fait de vouloir s'accaparer l'âme russe. C'est les faire changer de religion, simplement, de passer de l'orthodoxie à la chrétienté romaine. Donc c'est de détruire les bases qui fondent la société russe à l'époque et encore maintenant. Mais aujourd'hui, c'est pas de convertir les Russes à la chrétienté romaine. C'est convertir... La religion a changé. La religion reste la même en Russie. En Occident, elle est moins importante. Ouais. Je dirais, c'est les convertir à, comment on pourrait dire, à une autre religion, celle de la modernité, du mondialisme, du globalisme et autres amusements. Et comme il y a 8 siècles, au temps de Nevsky, la Russie doit faire face à 3 forces, dites-vous, l'expansionnisme occidental, la percée économique de la Chine et la menace islamique, avec la renaissance de l'idéologie panturque. On est en plein dedans, avec le retour du président Erdogan sur le devant de la scène et sa puissance ottomane. Tout à fait, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Russie, les populations musulmanes sont des populations tout à fait autochtones. Dans certaines régions, elles étaient même là avant les Russes. Donc il faut voir que la Russie a réussi à créer, dans la difficulté et avec certains problèmes, à créer une volonté de vivre ensemble. Et ce que propose l'Occident n'est peut-être pas ce que veulent, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, les populations de la Russie, qui sont tout à fait qui sont différentes. Je pense qu'il y a plus de 150 ethnies différentes. Il y a toutes les religions, y compris le bouddhisme, qui est représenté, mais ils sont habitués à vivre ensemble.
et venir pour changer leur habitude de vie, ça risque de ne pas se passer aussi facilement. Mais on se souvient des guerres avec la Tchétchénie, c'était dans les années 80 ou 90, selon mon souvenir. Comment Vladimir Poutine a-t-il réussi à pacifier la situation dans son pays ? Pas dans son pays, dans cette zone. Dans cet empire, dans ce qui a été l'empire russe. Oui, mais il a eu à pacifier uniquement en Tchétchénie. Oui. Parce qu'ailleurs, ça ne bougeait pas. Alors qu'ailleurs, il y a aussi pas mal de musulmans. La Tchétchénie a été une tentative de déstabilisation largement subventionnée par des États extérieurs. Donc il a fallu lutter contre cette tentative de subversion, et il a fallu trouver le garant de l'intérêt russe au sein de la Tchétchénie, et de l'intérêt des Tchétchènes aussi. Si vous regardez comment ils vivent maintenant, je pense qu'ils vivent mieux qu'au début des années 80 ou 90. Un certain nombre de notions sont attribuées, sont données à Alexandre Nevsky, c'est-à-dire la civilisation d'État, l'eurasisme, l'identité orthodoxe, le service public. Toutes ces notions-là, on a l'impression qu'elles sont aussi reliées aujourd'hui à Vladimir Poutine. Je dirais est-ce que Alexandre, je vais être un peu large, mais est-ce que Poutine est une sorte de réincarnation de Nevsky aujourd'hui ? Alors pour la sainteté, ce sera peut-être pas immédiat. Voilà. Il y a une volonté, mais si vous voulez, la question avec le président Poutine, la question que tout le monde se pose, c'est qu'y a-t-il dans l'esprit de Vladimir Poutine ? Je dirais qu'il y a certainement des aspects d'Alexandre Nevsky. Je dis des aspects, c'est pas les seuls, mais il y en a. Mais encore pour la sainteté, il faut encore un peu travailler, je pense. Gaël Georges Moulec, je rappelle le titre de votre ouvrage, Alexandre Nevsky, Stratégie et transformation civilisationnelle du XIIIe siècle au sein des éditions SPM et au sein même de la collection La Voix russe que vous dirigez depuis peu. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci monsieur.